Bonjour mes élèves, mes amis, bienvenue dans votre chaîne Beta Techno qui vous donne des informations techniques dans cet espace d'épanouissement technique. Dans cette vidéo, on va essayer d'entamer un axe très important dans notre club technique, l'axe de dessin industriel. Premièrement, il y a plusieurs types de dessins. Il y a le dessin architectural, l'art plastique, le dessin d'art plastique. Et il y a le dessin industriel. Donc nous, on va essayer de donner des cours pratiques sur le dessin industriel, ça veut dire la fabrication des pièces, la fabrication des objets, la fabrication des systèmes, etc. Donc, dans cet axe, dessin industriel, on va essayer de voir et d'avoir des informations pratiques sur cet axe très important qui est le dessin industriel. Premièrement, il faut voir quels sont les types de dessin industriel. Toujours dans le dessin industriel, parce que dans chaque type de dessin, il y a des types. Alors, les types de dessin industriel. Le premier type, c'est le dessin en perspective 3D. Dessin en perspective. Et représente les trois dimensions de l'objet qu'on veut fabriquer. Le premier type de dessin en perspective 3D, c'est la perspective cavalière. Donc, dans la perspective cavalière, on voit que l'objet est incliné, mais dans un seul côté. C'est comme ça, dans cette orientation. Ce type de dessin, on l'appelle perspective cavalière. Ici, on a cette arête, elle est inclinée à l'horizontale d'un angle ici. Et le même angle, il est utilisé ici aussi, etc. Donc, c'est comme ça qu'on dessine le dessin en perspective cavalière. On va essayer de développer ça par la suite. Le deuxième type, c'est la perspective isométrique. C'est une perspective, bien sûr, plus claire. Il travaille sur les trois axes, OX, OY, OZ. Donc, il est plus clair, malgré qu'il est un peu plus compliqué, mais en général, c'est un des types qu'on peut utiliser, qui s'appelle la perspective isométrique. Elle est caractérisée par deux angles. Ici, 30 degrés. Donc ici, on aura 120 degrés. Pour avoir 180, c'est l'angle plat, bien sûr. Ici, on a 180 degrés. Donc, si on prend ici 30, et ici 30, on aura ici 120. Et voilà, donc, dans ce type de perspective, on procède pour la réaliser de la manière que vous avez devant vous, et en prenant en compte ici 30 degrés, ici 30 degrés, et donc l'objet va être dessiné dans un angle qui est en total égal à 120 degrés. Le deuxième type de dessin, c'est le dessin de définition. C'est un dessin deux dimensions, 2D. Exemple ici d'une pièce, ici, elle est dessinée avec la perspective isométrique ici.
puisqu'ici il y a 30 degrés, et ici il y a 120 degrés. Donc cette pièce, elle est en perspective isométrique, 3D. Mais si on voit ce dessin-là, ce dessin, c'est un dessin de même pièce, mais avec la méthode de dessin de définition. Si on voit cette vue, qu'on appelle vue de face, c'est lorsqu'on voit la pièce d'ici. Voilà ce qu'on voit. Il y a des traits continus, il y a des traits interrompus. Les traits continus représentent des arêtes et des contours qu'on voit, et interrompus, les arêtes et les contours qu'on ne voit pas. Parce que ce trou-là, il existe ici, mais si je vois d'ici, je ne le vois pas. Donc, je le représente en trait interrompu. Ici, c'est une vue de face, suivant cette flèche. Cette vue, c'est une vue de gauche, si je vois le dessin de ce côté. Et cette vue, c'est une vue du dessus, si je vois la pièce suivant cette flèche. Je l'appelle vue du dessus. Donc, une vue de face qui représente la longueur de la pièce et sa hauteur. Donc 2D, 2 dimensions. Ici, la vue de gauche, elle représente la hauteur et la largeur, ou bien on dit l'épaisseur. C'est cette dimension. Et on l'a ici, parce que je vois d'ici. Donc je vois la largeur ou bien l'épaisseur et la hauteur. Dans cette vue de dessus, je vois d'ici, donc je vois quoi? La longueur et l'épaisseur ou bien la largeur. Donc dans chaque vue, je ne représente que 2D, 2 dimensions. Et c'est ça. Et l'ensemble de ces vues, on l'appelle un dessin de définition de cette pièce. Et chaque vue représente 2 dimensions. Mais en total, on représente les 3 dimensions. Ici, la longueur et la hauteur. Ici, la hauteur et la largeur, ou bien l'épaisseur. Ici, l'épaisseur et la longueur. Mais aussi, cette arête, elle est dans la même droite que cette arête. Donc, la longueur ici, c'est la même qu'ici. La hauteur d'ici, c'est la même qu'ici. Et l'épaisseur ou bien la largeur, c'est la même qu'ici. Donc, c'est un dessin. Ici, on a un dessin de définition de cette pièce qui est dessinée ici en perspective isométrique. Le troisième type de dessin, c'est dessin de définition en coupe. Et toujours donc, si on dit dessin de définition, c'est 2D, c'est 2 dimensions. Mais si on coupe, comme vous voyez ici, on a représenté les parties qui ont été coupées avec des traits inclinés. Mais les endroits, ici on a un trou ici, on a un trou, ou bien un vide ici. Donc c'est pour ça ici, on n'a pas représenté avec ces traits inclinés, parce qu'il n'est pas coupé ici, et aussi ici. Donc, il y a le dessin de définition en coupe. Mais pourquoi on est obligé de couper la pièce d'ici et enlever cette partie et voir d'ici la partie qui reste, donc on enlève la moitié et on projette, ou bien on voit la partie qui reste, hein, mais on dit que cette vue, hein, c'est après la coupe de la pièce. Donc on dit une coupe AA. Ça veut dire que si on coupe la pièce la moitié, on enlève cette moitié et on voit d'ici le reste. Donc on voit ce qu'on a représenté ici. Donc je dis que cette vue, c'est une vue 2 dimensions, c'est une vue
qui définit un dessin, définition d'une pièce, mais on coupe. Dessin, définition, on coupe. Ça veut dire après la coupe de la pièce. Alors, ce type de dessin, pourquoi on est obligé de le dessiner parfois? Si on veut éclaircir une partie d'une pièce, comment il est. Et cette partie, elle se trouve toujours à l'intérieur de la pièce. Donc on veut la découvrir à celui qui voit le dessin, pour essayer d'avoir une idée sur la forme de cette pièce. Le quatrième type, c'est un dessin d'ensemble. Aussi, c'est un dessin 2D. Un dessin d'ensemble, un ensemble de pièces. Hein? Pourquoi on est obligé de dessiner parfois un dessin d'ensemble? Pour essayer de voir quelles sont les pièces numérotées 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et quelle est la relation entre ces éléments-là, entre eux. Je veux dire, je veux voir la situation de cet écrou avec cette vis. Ici, on a une vis. Ici, on a un écrou. Quelle est la relation entre l'écrou et la vis? Et quelle est la première pièce qu'il faut monter et quelle est la seconde pièce qu'il faut monter ensuite? Et quelle est la relation entre ces pièces-là? Et donc, voilà l'objectif du dessin d'ensemble. C'est de représenter quelques éléments entre eux pour voir quelles sont les relations entre ces éléments-là. Le cinquième et dernier type de dessin, c'est le dessin en vue éclatée et c'est un dessin 3D. Comme par exemple, ici, on a une machine à laver en dessin en vue éclatée. C'est comme si la machine à laver a explosé, il a éclaté. Mais l'objectif de ce dessin, c'est avoir une idée sur le nombre de pièces qui forment un système, comme la machine à laver par exemple, dans ce dessin, et quel est le nom de chaque pièce qui est ici numéroté en nombre, 1, 2, 3, 4, 5, et avoir une idée sur même la relation entre les pièces et quelle est la pièce qu'il faut monter en premier et quelle est la pièce qu'il faut laisser en dernier. Donc c'est une vue générale 3D de l'ensemble des pièces qui engendrent ou bien qui forment cette machine à laver, l'exemple qu'on a ici devant nous. Alors, dans la deuxième partie de ce cours pratique, pour dessiner, il faut toujours avoir une idée sur la feuille de dessin sur laquelle on va dessiner. Parce que il ne faut pas dessiner dans n'importe quel document. Donc, il faut avoir des informations sur les formats. Les formats veut dire les feuilles de dessin. On dit, en technologie, on dit une format. Hein? Un format, le format, c'est la largeur et la longueur de la feuille de dessin. Il y a aussi avoir une idée sur les instruments de dessin qui sont classiques et les instruments qu'on utilise à l'heure actuelle. Premièrement, les formats. Donc, comme vous savez que le format, c'est la feuille de dessin. Ici, on a le plus grand format. C'est qu'on appelle A0. Voilà le format, le plus grand format qu'on utilise comme feuille de dessin. On l'appelle A0. La longueur, c'est 1189 mm et la largeur, 841 mm. Pourquoi il faut respecter ces dimensions? Pour être normalisé sur un domaine qui est mondial. Donc chaque dessinateur dans le monde, lorsqu'il veut dessiner, il doit avoir une idée sur les formes normalisées. Ça veut dire que tu ne peux pas dessiner dans une feuille que c'est toi qui décide d'avoir telle longueur et telle hauteur. Non, non. Donc,
tu dois suivre la normalisation. Ici, nous, pour le Maroc, on utilise la normalisation européenne. Donc le plus grand format, c'est longueur 1189, largeur 841 mm. Donc, il faut respecter ça. Quand on utilise le grand format, quand on a un dessin qui est compliqué, qui est très grand, où on a des milliers de pièces, donc il faut utiliser un grand format parce que c'est un grand projet. Comme les machines qui sont, on les trouve dans les ateliers, les grandes machines, les machines gigantesques. Et donc, le premier format qu'il faut savoir, c'est A0. Deuxième format, c'est A1, qui a une longueur 841 mm et il a une largeur de 594 mm. Et voilà le format qu'on appelle A1. La voilà. Et elle est bien sûr la moitié du format A0. Ici, on a A1 et ici, on a aussi A1. Donc, A0, c'est le double de A1. A0, c'est le double de A1. Le troisième, c'est A2, donc longueur 594 et largeur 420. Voilà là, le format A2. A3, longueur 420, largeur 297. Et A4, longueur 297 et largeur 210. Et c'est la forme, c'est la longueur et la largeur de la forme, ou bien du format du papier de photocopie. Parce que les feuilles de photocopie, ce sont des feuilles, là on peut imprimer un dessin industriel. Donc c'est A4. Et c'est le nom qu'on donne à la feuille de photocopie. On dit une feuille A4. Mais aussi, on peut faire des photocopies sur A3. Mais A2 et A1 et A0, ce sont des grands formats. Donc, on a besoin des grandes imprimantes. Et le dernier format, c'est A5, longueur 210 mm et largeur 148 mm. Et c'est le plus petit format qu'on peut utiliser. C'est pour les petites pièces, les simples définitions des petites pièces qui ne sont pas compliquées. On peut l'utiliser, ou bien des schémas électroniques aussi. A5 est utilisé dans les schémas électroniques. Voilà, donc, voilà les formats qu'il faut savoir. Alors, un dessinateur doit savoir tous ces formats-là. Il doit les apprendre par cœur. Les instruments classiques de dessin. Vous savez que utiliser un logiciel, c'est pas comme utiliser des instruments et un papier. Alors, voilà une idée sur les instruments qu'on doit avoir pour un dessinateur industriel qui dessine à la main avec les outils de géométrie et les outils habituels. Et si on voit un instrument numéro 3 ici, c'est une règle qui a la forme de la lettre T. On l'appelle règle T. Règle T. Qu'est-ce qu'il nous donne, cette règle? Il nous donne le plan horizontal. Et il nous donne un angle droit ici. Si je veux dessiner un trait vertical avec un angle droit ici, si je veux dessiner un trait vertical avec un angle droit, donc j'ai besoin de la règle T et j'ai besoin d'une écart. Et j'aurai la verticale. Et je suis sûr, si j'utilise cette règle, je suis sûr que ce trait va être vertical. Donc il aura 90 degrés ici, un angle droit. Les deux écarts ici, ils sont différents. Une écart avec deux angles égaux de 45, ici 90, donc ici 45. Donc on aura ici 45, on appelle écart 45. Et le deuxième écart, c'est l'écart qui nous donne toujours ici l'angle droit, mais ici l'angle
60 et ici l'angle 30. Et on l'appelle équerre 30-60. Et n'oubliez pas le rapporteur pour fixer quelques angles qu'on n'a pas. Si on a besoin de 45 ou bien 30 ou bien 60, on les a ici. Mais si j'ai besoin par exemple d'un angle de 53, donc j'aurai besoin du rapporteur. Il ne faut pas oublier le compas qui nous donne des cercles et des arcs de cercle. Ici, on a la feuille de dessin avec les scotch ici pour la fixer. Pourquoi? C'est la méthode classique. Donc, ces outils-là, ce sont des outils classiques. Mais vous savez que si jamais on n'a pas de courant, on ne peut pas utiliser les logiciels. Donc, je ne peux pas être aidé que par ces instruments classiques qu'il faut commencer. Il faut toujours commencer par ces instruments classiques et après, savoir les logiciels qui nous aident à dessiner rapidement avec une certaine finition. Parce que utiliser le logiciel, utiliser l'imprimante, c'est plus fini que la main. Voilà donc les instruments classiques de dessin qu'on peut utiliser. Dans le troisième paragraphe de ce cours-là, donc on va commencer à savoir quels sont les systèmes des vues. On parle de vue de face, vue de gauche, vue de droite, vue de dessus, vue de dessous. C'est quoi ça? C'est quoi le système des vues? Qui entre dans la projection orthogonale. Et le mot orthogonal veut dire angle droit. Ça veut dire projeter droit. Et on va savoir que veut dire projection orthogonale qui entre dans le système des vues. On commence premièrement par la présentation de la pièce sur laquelle on va essayer de voir quelle est la projection orthogonale et quel est le système des vues. Donc, si je vois d'ici, si je suis ici un dessinateur, voilà son œil. Hein? Donc, il voit d'ici. Donc, il voit de face. Donc, il va voir une forme qui a la largeur et la hauteur seulement. Donc, la projection orthogonale, c'est de voir la pièce et dessiner ce qu'on voit. Et c'est un dessin 2D, 2 dimensions. Donc, je vois d'ici, vue de face. Si je vois d'ici, donc, j'aurai quoi? J'aurai une vue de droite. Si je vois d'ici, vue de gauche. Si je vois de derrière, vue d'arrière. Si je vois du dessus, donc vue du dessus. Et du dessous, c'est vue du dessous. Donc, ici, j'ai la possibilité de représenter 6 dessins, donc 6 vues, avec la projection orthogonale. Cette flèche, elle est verticale à cette face. Donc, c'est une projection orthogonale. Pour développer ça, plus. Donc, la projection orthogonale, on a dit que la projection orthogonale, c'est d'être face à la pièce et dessiner ce que je vois. Donc, j'ai besoin, premièrement, de représenter un dessin qui représente les vues que le dessinateur a vues réellement. Alors, s'il voit d'ici, voilà ce qu'il va représenter. Il va être une vue de face. S'il est ici, il voit d'ici, donc il va voir une forme. La voilà. S'il voit d'ici, voilà ce qu'il va voir. C'est une vue de gauche. Et s'il voit d'ici, donc il va représenter cette vue, qu'on va l'appeler vue de droite. Et s'il voit d'ici, voilà ce qu'il va représenter. C'est une vue du dessus. Et s'il voit d'ici, il va voir cette vue.
on l'appelle une vue du dessus. Ce cube, on l'appelle un cube de projection. Il a combien de faces? Il a 6 faces. Donc, 6 vues. La vue qui n'est pas représentée ici, c'est la vue de derrière, qu'on va la dessiner ici. Mais pourquoi on ne l'a pas dessinée? Parce qu'il ressemble à la vue de face. Il ressemble à cette vue. Et ils ne veulent pas, ça veut dire, il ne faut pas trop représenter dans cette vue 3D pour essayer de faciliter un peu la représentation. Alors on développe ça pour essayer d'expliquer mieux. Mais avant tout, il faut connaître qu'il y a 2 méthodes de projection orthogonale. Et ici, on a l'exemple de ce cône. C'est un cône sans tête. Ici, on n'a pas la tête parce que si on prolonge ce trait et on prolonge ce trait, on aura un cône. Hein? Mais ici, on a coupé la tête. C'est un cône sans tête. La méthode européenne, la méthode de projection européenne dit que si je vois d'ici, hein, je vais représenter le cône comme ça. Parce que je vais voir le petit cercle, le voilà, et le grand cercle, le voilà. Mais cette vue, c'est une vue lorsqu'on voit d'ici. Lorsque je vois d'ici. Alors, je vois ça. Alors, si je vois d'ici, je vais représenter ça. Et où je vois d'ici, et je représente là-bas, dans l'autre côté. Je vois d'ici, je représente dans l'autre côté. Ici, si je dis que c'est une vue de face, ici, si cette vue, c'est une vue de face, cette vue, c'est une vue de gauche. C'est une vue de gauche. La deuxième méthode qui existe dans le monde, c'est la méthode de projection américaine ou bien anglo-saxonne en général. Comme vous voyez, si je vois d'ici, si je vois d'ici, si le dessinateur existe ici, donc il représente ce qu'il voit dans la place où il est. Ça veut dire, dans cette méthode, je vois d'ici et je dessine dans l'autre côté. Ici, non. Je vois d'ici et je représente ce que je vois dans ma place où je suis. Mais les deux méthodes ne sont pas différentes. C'est une méthode que chaque groupe trouve une facilité comme ça. Donc, ce ne sont pas des méthodes qui sont contradictoires. Non, non. C'est un, comment dirais-je, c'est un principe qu'utilise chacun. Nous, on utilise la méthode européenne. Donc, je vois d'ici et je représente là-bas. Voilà. Donc, maintenant, on développe ce qu'on a dit auparavant. Disposition normalisée des vues et direction d'observation. Ici, on a la pièce qu'on a introduite. Ici, on a des vues qu'on a vues dans le cube de projection. Mais ici, on a besoin de définir que si je vois d'ici, voilà la vue que je vais représenter. Et je la pose au milieu. C'est une vue de face. Si je vois d'ici, voilà ce que je représente. Mais où? Si cette vue, c'est une vue de face, la vue de droite va être ici. Si je vois
la vue de gauche. Donc, voilà la vue de gauche. Je la représente à droite. Donc, vue de face, vue de droite, c'est à gauche. Vue de gauche, c'est à droite. La vue du dessus, la voilà, c'est en bas. Et la vue du dessous, c'est en haut. La vue d'arrière n'est pas importante. Donc, si je vois ici, je représente ici. Donc, si je vois cette disposition qui est normalisée, nous, on a utilisé la méthode européenne. Je veux dire, si cette vue, c'est une vue de face, je la dessine en premier. Si je veux poser ma vue de droite, donc ma vue de droite, je vais voir d'ici, et en suivant la méthode européenne, je dois représenter ici. Donc, j'ai appliqué la méthode européenne. Je vois de droite et je veux poser à gauche ma vue de droite. Et si je vois d'ici, donc voilà ce que je vais voir comme vue de gauche. Donc, je vois de gauche et je représente à droite ma vue de gauche. Ainsi que les vues du dessus et les vues de dessous. Bien, donc, si on voit tous ces vues, je vois qu'il y a des vues qui sont semblables. Ils ne sont pas semblables à 100%, mais ils se rapprochent. Exemple, vue de droite et vue de gauche. Ici, j'ai un trait vu. Ce même trait, il est caché ici. Ces trois arêtes, ils sont cachés ici, mais ils sont vus ici. Alors, je vais pas représenter les deux vues. Je vais représenter une seule vue. Mais je vais choisir la vue qui est plus claire. Et la vue qui est plus claire, c'est la vue où on représente plus de traits continus et moins de traits cachés. Donc, quelle est la vue parmi ces deux vues où il y a plus de traits vus? C'est la vue de gauche, qui a un seul trait caché. Donc, je vais choisir cette vue et je vais éliminer cette vue. Aussi pour la vue dessus et la vue dessous. La plus claire, c'est la vue du dessus. Donc, je vois d'ici et je représente en bas. Voilà, donc, je vais éliminer la vue dessous et je vais éliminer la vue de droite. Et je vais éliminer même la vue d'arrière parce qu'il ressemble à la vue de face. Donc j'ai besoin seulement pour représenter ma pièce avec la projection orthogonale, je ne vais dessiner que ces trois vues. Ils sont largement suffisants et j'ai pas besoin des autres vues parce qu'ils se répètent. Donc voilà, donc il faut choisir toujours les vues qui sont claires, qui représentent plus facilement notre pièce. Alors, maintenant, on va expliquer ce qu'on appelle la correspondance entre les vues. Maintenant, j'ai choisi trois vues. Voilà les trois vues que j'ai choisies. Vue de face, vue de gauche et vue de dessus. Mais ces vues-là, je ne dois pas les dessiner que s'ils sont correspondants. Je veux dire, la correspondance entre les vues, ça veut dire que il faut dessiner, mais il faut mettre en évidence que si ici j'ai la hauteur, même hauteur, je l'aurai ici. Donc, on doit voir la correspondance. La correspondance des vues. Ils doivent représenter la même pièce. Il ne faut pas ici mettre, par exemple, 6 cm de hauteur et la vue de face, 3 cm de hauteur. Donc, c'est une faute. Les vues, ils doivent être correspondantes. Si j'ai, par exemple,
utiliser ici, par exemple ici, on a une largeur, même largeur, je l'aurai ici dans la vue dessus, même largeur. Ici, j'ai par exemple, pardon, ici, on peut dire que c'est la longueur. La largeur ou bien l'épaisseur, la voilà. Cette épaisseur doit être la même que cette épaisseur. Voilà la correspondance. Et cette droite, on l'appelle une droite 45, ou bien la ligne 45. Cette ligne permet de correspondre la largeur de la vue de gauche avec la largeur de la vue du dessus, pour qu'on ait la même largeur. Et ici, on n'a pas besoin de la ligne. La ligne, on a besoin de la ligne que si on veut correspondre la vue de gauche avec la vue du dessus. Et ici, la correspondance entre la vue de face et la vue de dessus au sujet de la largeur. Donc, j'aurai ici une correspondance entre les vues. Vous voyez ici ce trait-là. Il doit être correspond à cet arrêt ici. Donc, voilà la correspondance des vues. La correspondance des vues doit être respectée pour avoir une projection orthogonale de 3 vues de la même pièce sur un format de dessin. La quatrième paragraphe, la perspective cavalière des formes de base. On a plusieurs formes de base qu'il faut connaître leur perspective cavalière. Premièrement, la perspective cavalière d'un cube. Comme vous voyez, le cube, c'est un ensemble de faces qui sont sous forme des carrés. Mais ici, on commence par la vue de face, qui est un carré, et des traits inclinés. Il y a des traits vus et un trait caché. Et ici, il y a un angle. Ici, habituellement, on utilise l'angle 45 degrés en général. Le même angle qu'on respecte ici, et le même angle ici, et le même angle ici. Donc ici, ces traits-là, ils représentent la troisième dimension de ce cube. Et en fin de compte, il y a la vue d'arrière, qui ressemble à la vue de face. Ces traits inclinés, on les appelle des fuyantes, qui sont inclinés avec le même angle. Ici, on utilise habituellement 45 degrés. Alors, cette arête-là, dans le cube, est égale à cette arête. Elle est égale à cette arête, parce que toutes les arêtes du cube sont identiques. Mais on constate ici, dans la perspective cavalière, que ces arêtes-là, on les a divisées par deux. On les a représentées avec la moitié du trait réel, qui est ce trait-là, AP. Donc, BF et AE, CG et DH, ils sont la moitié de AB, qui est égal à OPC, et qui est égal à DC, qui est égal à AB. Donc, dans la perspective cavalière, il faut représenter ces traits-là avec la moitié de leur dimension réelle. Si on prend ici un angle d'inclinaison de 45. Si on prend 30, donc c'est autre chose. 60, c'est autre chose. Mais l'essentiel, la plupart, on prend 45. Donc, il faut diviser toutes les arêtes qui sont inclinées à la moitié de leur dimension réelle. Voilà la perspective cavalière d'un cube. La perspective cavalière, toujours, d'un parallélépipède rectangle. Vous savez que toutes les faces
d'un parallélépipède rectangle sont des rectangles. Donc, on commence toujours par la vue de face APCD qui est un rectangle, et on fait des traits inclinés. Habituellement, on prend 45. Les traits qui se sont parvenus ici inclinés, donc on va les dessiner à la moitié de leur dimension réelle, si on prend 45. Et on finit par la vue de derrière, en respectant les arêtes continues lorsqu'on voit l'arête, et les arêtes avec un trait interrompu si on ne les voit pas. Donc voilà la perspective cavalière d'un parallélépipède, c'est comme ça que ça se passe. La perspective cavalière d'un prisme triangulaire. Lorsqu'on dit un prisme, c'est une pièce où il y a des surfaces planes, comme le dessin que vous avez devant vous. Donc, ici, lorsqu'on veut faire la perspective cavalière d'une pièce ou bien d'un prisme triangulaire, donc il faut dessiner sa vue de face. Après, les arêtes inclinées qu'il faut diviser sa dimension réelle en deux, puisque on a respecté ici l'angle 45. Alors, et après, on finit par la vue derrière. C'est un prisme représenté ici par une perspective cavalière. La perspective cavalière d'un cylindre. Vous savez qu'un cylindre, il peut être un trou, il peut être un cylindre. Un trou, c'est une forme cylindrique vide. Mais un cylindre, donc, c'est une forme cylindrique pleine. Donc, quelle que soit la forme cylindrique, ou bien il va être vertical, comme ça. Et voilà comment on doit dessiner sa perspective cavalière. Ici, on dessine le cercle ici sous forme d'une ellipse. Cette forme, on l'appelle une ellipse. Mais il représente un cercle de 2 cm de diamètre. Et ce cylindre, il a une hauteur de 4 cm. Donc, voilà comment on représente un cylindre en perspective cavalière s'il est vertical. S'il est horizontal, ici on a un cylindre de diamètre 3 cm. Ces ellipses-là, ce sont des cercles en vrai. En vérité, ce sont des cercles. Et la hauteur, ou bien ici, on va dire, c'est pas hauteur parce qu'il est horizontal. Donc on dit la longueur du cylindre, ou bien la longueur du trou, il est de 5 cm. Donc voilà comment on dessine un cylindre en perspective cavalière. La forme suivante, c'est le cône. Vous savez qu'il y a le cône sans tête et il y a le cône avec tête. Voilà le cône avec tête, comment il est. C'est comme si on a pris un triangle rectangle en A et on l'a fait tourner. Parce que cette ellipse, en perspective cavalière, elle représente le cercle en vérité, en réalité. Mais nous, en perspective, on dessine le cercle sous forme d'une ellipse. Cette forme, on appelle une ellipse. Voilà le cône, comment on doit le dessiner en perspective cavalière. La perspective cavalière d'une sphère. Pour une sphère, on trace un cercle et on ajoute une ellipse. Pourquoi le cercle? Parce que vous savez que le sphère ou bien la boule, elle est circulaire si on voit d'ici. Ça veut dire si je vois en face d'une sphère. Mais il faut ajouter une ellipse. Pourquoi? C'est pour donner l'aspect au cercle qu'il est tridimensionnel, ça veut dire 3D. Si on n'ajoute pas cette ellipse, et bien sûr, ce côté-là,
qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le demi-cercle qui se trouve en derrière de la boule. Et dans ce cas, on aura notre sphère en 3 dimensions. Donc, cercle de diamètre A', centre O, voilà le diamètre, mais une ellipse qui a le même centre, bien sûr, mais avec un rayon qui est différent ici. Donc, ici, le rayon complet, mais ici, on aura un rayon plus petit pour avoir l'ellipse. Donc, voilà comment on dessine brièvement une sphère en perspective cavalière. Le dernier forme géométrique connue, c'est le pyramide. Et vous savez que le pyramide, pour le dessiner en perspective cavalière, on a besoin de dessiner sa base, qui peut être un carré, qui peut être un rectangle, en perspective cavalière, ça veut dire ici il y a un angle. Donc ce côté, il va être, si on met ici 45 degrés, donc on aura ici la moitié de ce côté-là, la moitié de la dimension réelle de ce côté. Mais cette dimension va être réelle, cette dimension va être réelle, cette dimension va être minimisée, et l'autre aussi. Si on dessine les deux diagonales de ce rectangle, on aura un point. Et si on monte, on aura la hauteur des pyramides, H. Et on termine par le point le plus haut avec les 4 côtés de la base. On aura le pyramide, mais en perspective cavalière. Merci de votre attention et à bientôt dans l'autre axe prochain, Inch'Allah. À bientôt et merci de votre attention.